Bien, comme l'a rappelé la première session de notre rencontre hier matin, et comme Thomas vient de le rappeler, le grec et l'hébreu forment en quelque sorte les disciplines matricielles du Collège de France. Et de ce constat découle un fait essentiel pour notre réflexion présente, à savoir que la question de Dieu, au singulier avec majuscule, et des dieux au pluriel avec minuscule, est intimement liée à la fondation même de l'institution. En effet, ce qui soulève l'opposition des cénacles traditionnels à l'égard de ces nouveaux savoirs est bien sûr le risque de voir se diluer les privilèges de la théologie, mais aussi celui de voir se développer l'impiété, l'hérésie et l'athéisme au sens que ce dernier terme avait à l'époque. Toutefois, la question théologique ne se pose pas tout à fait de la même manière pour les deux langues. En ce qui concerne l'hébreu, on l'a vu hier, c'est l'accès au texte biblique et la primauté de la théologie en ces matières que l'université craint de voir mise à mal. Quant au grec, il peut évidemment justifier un même type de crainte, puisqu'il s'agit de la langue de rédaction des textes fondamentaux du christianisme et d'une célèbre traduction du Pentateuque. Cependant, c'est aussi, et peut-être surtout, en tant que vecteur des textes dits païens que le grec est susceptible de poser problème. Et de ce point de vue, Guillaume Budet ne s'y trompe pas quand il s'astreint à inscrire les bonae literae dans l'économie du salut et la contemplation mystique. Et c'est l'objet principal du traité intitulé De Studio Literarum Recte et Commode Instituendo, publié en 1532, 3 ans après ses commentaires sur la langue grecque et 3 ans avant son important traité, dont vous voyez le titre à l'écran, sur le passage de l'hellénisme au christianisme. Donc, De Studio Literarum Recte et Commode Instituendo, donc instituer de manière juste et bonne l'étude des lettres, impose de rappeler encore et toujours que les belles lettres ont, je cite une partie du texte que vous avez à l'écran, renier cette multitude de dieux d'en haut et d'en bas. Qu'y a-t-il en effet de plus repoussant que de voir, après la condamnation du polythéisme, et je souligne que c'est la récupération du terme polythéia qui se trouvait chez Philon d'Alexandrie en grec, que Guillaume Budet exhume en quelque sorte et le transpose en latin, donc des hommes qui, pour avoir l'air savants et brillants, s'expriment encore comme si l'étude des bonnes lettres, les voilà, les bonae literae, n'avait pas renié cette multitude de dieux d'en haut et d'en bas. Il convient d'être attentif, écrit encore Budet, au risque de ne pas rejeter suffisamment les dépouilles du polythéisme. Vous voyez, les dépouilles de l'impiété, les dépouilles du polythéisme. On voit que c'est cette idole polémique, en quelque sorte, que Budet agite dans ce traité. Le De Studio, donc, alerte sur ces dangers, on le voit dans ces textes, que soulignera à son tour le De Transitu de 1535. Vous voyez ici un passage du De Transitu qui montre la difficulté de la tâche, car être un disciple du christianisme et en même temps être un disciple de l'hellénisme, c'est vivre en zone frontière et mener une vie de piété et de polythéisme, ou mieux d'athéisme le plus infâme, donc au sens dont je parlais tout à l'heure du mot athéisme. Budet ne cherche donc pas du tout la conciliation entre hellénisme et christianisme dès qu'il s'agit du divin, forcément. À cet égard, le passage de l'hellénisme au christianisme est un voyage sans retour et la leçon des pères de l'Église reste d'actualité, parce qu'évidemment, c'est le genre de propos que l'on peut trouver sous des apparences légèrement différentes chez les pères de l'Église. Donc, la langue grecque est bien rentrée au Collège de France, mais les dieux grecs sont restés à la porte. Et c'est de leur arrivée au Collège que je voudrais vous parler ce matin. Mais avant cela, et dans l'esprit du programme Passage des disciplines dans lequel s'inscrit notre colloque, je dirais quelques mots des chaires qui sont susceptibles d'être concernées par ce thème. Et les constats tirés de cet aperçu viendront ensuite nourrir la deuxième partie de mon propos qui concernera plus précisément les dieux grecs.
Comme l'a rappelé et analysé Vivi Perracchi dans le volume sur la politique des chaires au Collège de France, le grec comme l'hébreu, et comme on l'a rappelé aussi hier, le grec comme l'hébreu comptait 2 chaires, et ce dès la fondation de l'institution. Ce fut le cas jusqu'en 1770 pour l'hébreu, jusqu'en 1832 pour le grec, auquel je m'en tiendrai. Il y eut donc, pendant 3 siècles au Collège de France, 2 chaires de langue grecque, au titre indifférencié que vous voyez à l'écran au-dessus, et vous voyez aussi dans l'intitulé même du titre des professeurs, des lecteurs royaux, donc les titres indifférenciés de lingua graeca ou de graecae literae en latin et en grec ou pour le grec dans l'almanach royal en français. Pas de distinction entre les enseignements des 2 chaires, donc jusqu'en 1814, où la disparition du titulaire d'une des 2 chaires, le médecin Édouard Bosquillon, aboutit à la création d'une nouvelle chaire intitulée « Langue et philosophie grecque », où François Thureau, vous le voyez ici, par exemple en 1827-28, explique la République de Platon. Et c'est elle qui se transforme en philosophie grecque et latine en 1835, renouant avec une tradition ancienne au collège, mais signant du même coup la disparition de la 2e chaire de grec. La chaire de philosophie antique allait elle-même s'éteindre en 1905 au profit de l'histoire d'une chaire Histoire et Antiquité nationale qui deviendra Antiquité nationale avec Grenier et Goudineau. Et il faut attendre 1982 et la chaire de Pierre Hadot pour revoir dans un intitulé non pas la philosophie grecque et romaine, mais la pensée hellénistique et romaine. Mais repartons à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Car l'intitulé de la chaire de grec n'est pas sorti indemne du changement de nom de sa consoeur. En 1817, cet intitulé, et Pascal Rabot l'a rappelé hier matin, cet intitulé s'était transformé en langue et littérature grecque, un intitulé qui sera maintenu contre les tentatives d'ouvrir la chaire vers les périodes byzantines et médiévales dans le courant du XIXe siècle. C'est donc sur une chaire de langue et littérature grecque qu'est élu Maurice Croiset, vous avez son nom dans la liste, dont je vais reparler bientôt. Or, celui qui soutient vivement le maintien de la chaire de langue et littérature grecque au départ de Rossignol n'est autre que Paul Foucart, dont on lit le rapport autographe, le bref rapport autographe conservé dans les archives, exprime ce souhait de poursuivre dans la même voie en disant ceci, je lis avec vous, il y a lieu de maintenir la chaire de grec, qui est une des chaires remontant à la fondation du collège, c'est évidemment un argument récurrent dès qu'il s'agit du grec, et dont l'importance n'a pas besoin d'être démontrée. De maintenir le titre de langue et de littérature grecque, on peut ainsi choisir plus librement entre les candidats qui s'occupent du grec à des points de vue différents, philologie, littérature, histoire. Paul Foucart était arrivé au collège en 1877 sur une toute nouvelle chaire d'épigraphie et antiquité grecque qu'il occupera pendant près de 50 ans. Elle sera suivie d'une chaire d'épigraphie grecque, les antiquités ont disparu, assurée pendant 5 ans, 10 fois moins longtemps, par Maurice Holleaux. Et l'élection d'un épigraphiste avec Foucart marquait alors la consécration académique d'une nouvelle manière d'étudier la Grèce antique, non plus seulement par les grands textes de la tradition manuscrite, chère à l'humanisme, on voit bien que cette tradition-là, elle remonte à Budé, mais par les instantanés de la vie des anciens Grecs, qui étaient les inscriptions, les monuments, les artefacts, mis au jour par l'archéologie. Et on pourrait faire la même démonstration du côté du latin. Ce que je ne ferai pas ici, faute de temps. Je rappelle qu'en 1846 avait été fondé le premier des instituts scientifiques étrangers en Grèce, l'École française d'Athènes. En 1860 avaient eu lieu les premières études épigraphiques et topographiques sur le site de Delphes, sous l'égide de Paul Foucart précisément. Et en 1893 commencerait officiellement la grande fouille du sanctuaire d'Apollon. Il n'est donc pas anodin que les 2 premiers titulaires d'une chaire d'épigraphie grecque
au Collège de France, ait également assumé la charge de directeur de l'école archéologique d'Athènes, le premier de 1878 à 1890, juste après son entrée au collège, et le second, dont vous voyez l'image commémorative à Délos, le second avant d'y entrer entre 1903 et 1912. Avant d'en venir à la réflexion sur les dieux proprement dites, je voudrais dire un bref mot encore, car les croisements d'intérêts me semblent extrêmement intéressants en ce domaine, sur les orientations de certains crédits de chaire libérés par le départ de leurs titulaires respectifs. Je simplifie le tableau en maintenant à l'écran la chaire de langue et littérature grecque et les chaires d'épigraphie qui m'intéressent tout particulièrement. Au décès de Mourissolo, il est proposé à l'Assemblée des professeurs d'affecter les crédits libérés à une chaire d'histoire des religions. En effet, on l'a vu hier, je le rappelle, la chaire de ce nom créée en 1880 pour Albert Éville, puis successivement assumée par son fils Jean et par Alfred Loisy, suppléée un temps par Jean Barouzy, avait été transformée en histoire de la civilisation moderne et Lucien Febvre était ainsi rentré au Collège de France. 5 ans plus tard, après le départ d'Émile Bourguet, qui était davantage épigraphiste que spécialiste de la littérature, une chaire à nouveau intitulée Épigraphie et Antiquité grecque voyait le jour, et Louis Robert allait y officier pendant 35 années. Au départ du dernier titulaire de la chaire d'histoire des religions, Henri-Charles Puech, est créée la chaire de Jacqueline de Romilly, intitulée La Grèce et la formation de la pensée morale et politique. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Enfin, j'ai découvert cet élément en travaillant dans les archives. On voit bien que, de ce point de vue-là, le grec et l'histoire des religions au collège connaissent des entrecroisements intéressants. À la mise à la retraite de la première femme professeure au Collège de France, la tradition des textes revient à l'avant-plan avec la chaire de Jean Irigoyen, dont vous voyez l'intitulé à l'écran, Tradition et critique des textes grecs. Quant à l'épigraphie, elle s'affichera à nouveau, épigraphie grecque, s'entend, elle s'affichera à nouveau au collège avec l'élection de Denis Knöpfler en 2003, et je reviendrai sur l'histoire des religions dans un moment. Donc voilà le parcours que je voulais faire avec vous dans les différents intitulés de chaires où on est susceptible de rencontrer les dieux grecs. Maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. En effet, pendant longtemps, les dieux grecs, en tant qu'objet d'intérêt sérieux et légitime, je l'ai dit tout à l'heure à propos de Budet, sont restés à la porte du collège. Non qu'ils fussent absents, bien sûr, des textes étudiés par les lecteurs royaux en charge du grec. Mais les mises en garde de Guillaume Budet à l'endroit du polythéisme et de toute idolâtrie, dont j'ai parlé donc en commençant, ont continué pendant 2 siècles à innerver d'une manière ou d'une autre la lecture des textes anciens. Et la survivance des dieux antiques, pour reprendre le titre de l'important ouvrage de Jean Seznec, cette survivance s'est opérée par le biais de l'interprétation allégorique ou l'évémérisme, donc tout droit hérité de l'Antiquité elle-même. L'approche la plus commune, toutefois, fut d'en faire les protagonistes de ce que Boileau, dans son art poétique, appelait un amas de nobles fictions, hérité de l'Antiquité, autant d'ornements reçus, autre expression que l'on trouve dans l'art poétique, de la fable. Boileau écrivait presque un siècle et demi après Budet, et les dieux du paganisme s'étaient en quelque sorte refroidis. Ne menaçant plus guère les amoureux des belles lettres, d'impiété ou d'athéisme, ils étaient devenus d'aimables figures d'érudition, de divertissement littéraire et de passion antiquaire. Avant le milieu du XIXe siècle, au Collège de France, nous ne savons pas vraiment comment les professeurs de grec abordaient les dieux qu'ils croisaient immanquablement au fil de leurs explications de textes. Par exemple, les 2 lecteurs de grec au collège dans les années 1680-1690, Nicolas Tavernier et Jean Gallois, abbé de son état, on a parlé hier de cette question des ecclésiastiques au collège avant la Révolution. Ces 2 lecteurs, donc, expliquaient l'un des sermons de Jean Chrysostome, c'est un peu petit, mais c'est ce que j'ai souligné en rouge,
L'autre, le 17e chant de l'Iliade, et les histoires variées des liens. Nous n'en savons guère plus. Et quand on parcourt les affiches de cours, on constate que tant les chaires de grec que celles de langue et littérature grecque ensuite étaient essentiellement tournées vers l'explication de textes hérités de la tradition manuscrite. Vous avez ainsi sous les yeux les quelques intitulés de cours de Jean-François Boissonnade, qui enseigna au collège entre 1829 et 1855. Donc on a de l'Euripide, on a des fragments, on a des comparaisons entre les fragments du Philoctète, on a Aristophane, Échille, Sophocle, les grands noms de cette approche de la littérature antique. C'est par deux portes différentes que les dieux grecs entreront finalement au Collège de France dans la perspective d'une étude de la religion des anciens Grecs. La porte de l'histoire des religions, d'une part, avec quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé, le théologien protestant Albert Réville, et celle de l'épigraphie et des antiquités grecques, d'autre part, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, avec Paul Foucart. En cette seconde moitié du XIXe siècle, la religion, puisqu'ils sont arrivés au collège à peu près en même temps, en 1877 pour Foucart et 1880 pour Réville, en cette seconde moitié du XIXe siècle, donc, la religion fait désormais partie des objets de science, idéalement arrachés, mais idéalement seulement, au déterminisme de l'apologétique chrétienne. Chaque discipline des sciences humaines naissantes est amenée à s'emparer de la religion et à tester ses méthodes, donc méthodes de ces sciences humaines naissantes, à l'aune de cette création humaine par excellence. 2 années de suite, et ça m'a semblé très intéressant de souligner ce point, 2 années de suite, Albert Réville a inscrit le thème de la religion grecque antique à son programme de cours. Vous avez les intitulés à l'écran, je les lis avec vous. Donc en 1884-1885, il étudie, je cite donc le programme, la religion de la Grèce antique, sa mythologie et ses principales divinités, tandis que l'année suivante, 1885-86, il aborde, je cite, le titre est long, l'évolution du polythéisme grec, ses institutions sacerdotales et divinatoires, ses mystères et ses rapports avec l'art, la morale et la philosophie, depuis l'époque homérique jusqu'au temps de l'empereur Julien, ce qui est assurément un programme fort ambitieux. Mais ce que je veux surtout souligner face à ces deux intitulés, c'est la dissociation entre mythologie et Dieu d'un côté, institution religieuse de l'autre, en une relégation des dieux dans l'orbe de la mythologie, conformément en fait au statut des nobles fictions de Boileau. Cet héritage à la vie dure. Ainsi n'est-il pas anodin que l'ouverture sur l'art, la morale, la philosophie soit annoncée l'année où s'enseignent les institutions et non la première année où sont étudiées les divinités et la mythologie. L'art, la morale, la philosophie forment ce qui fait de la Grèce un objet bon à penser comme ancrage de la modernité, même si les gens de ce temps-là ne se seraient pas exprimés ainsi. Mythologie et divinité forment en fait fondamentalement toujours les ornements reçus d'avant le christianisme. Le point de vue de Paul Foucart, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux portes, le point de vue de Paul Foucart est moins englobant et plus concret que celui de Réville. C'est dans le terreau de l'épigraphie, c'est l'intitulé de sa chaire, qu'il enracine ses nombreuses réflexions sur la religion des Grecs, dont il fait bénéficier les auditeurs de ses cours avant de publier des ouvrages sur ce thème. Après plusieurs années de cours passés à présenter les inscriptions les plus importantes mises au jour en Grèce, c'était le moment de l'efflorescence la constitution des grands corpus épigraphiques. Après plusieurs années donc passées à présenter, en tout cas dans l'intitulé des cours, c'était présentation des principales inscriptions mises au jour en Grèce, il étudie les mystères d'Éleusis entre 1891 et 1893, le culte de Dionysos en Attique, au début du siècle, et en 1912, il opère un bref retour sur les mystères et place son enseignement, on le voit ici, dans le cadre très englobant des antiquités religieuses
de la Grèce, oracle et divination. Contrairement à Réville, c'est l'ancrage documentaire qui prime chez Foucart, surtout intéressé par les cultes des cités que font surgir les inscriptions, plutôt que par de vastes systèmes explicatifs de la religion, de ce qu'est la religion, dont les Grecs seraient une pierre de touche parmi d'autres, puisque c'est un peu la démarche de Réville. C'est aussi la démarche d'Alfred Loisy, dont Annelies Lannoy nous parlera de façon bien plus compétente que moi tout à l'heure. Ce qui m'intéresse dans l'enseignement de Loisy, c'est qu'il se penche lui aussi sur la religion grecque, mais surtout dans la perspective d'une étude comparée du sacrifice. Vous avez ici un extrait de l'annuaire de 1911, où on voit le cours de 1910-1911 a été consacré au sacrifice dans la religion des Perses et dans les cultes helléniques. Alors, pour ceux qui s'intéressent au sacrifice, c'est intéressant de voir qu'il parle des sacrifices mangés et des sacrifices non mangés, une manière de s'exprimer qui ne serait plus du tout la nôtre aujourd'hui. Il parle aussi, évidemment, parce que c'est irrésistible à l'époque quand on parle de sacrifices humains, de ses survivances dans les temps classiques, de l'extension plus grande qu'il paraît avoir eue dans les temps primitifs. Juste pour le clin d'œil, et puisque l'absence de Daniel Dubuisson me permet d'aller peut-être un tout petit peu plus loin dans l'explication de mes diapositives, on voit qu'en 1911-1912, il continue son enquête sur le sacrifice, et cette fois, c'est le sacrifice dans l'ancienne religion de Rome, dans les mystères du paganisme gréco-romain, donc vous voyez cet englobement du paganisme gréco-romain, et dans le culte chrétien. Donc on voit bien cette volonté de comparatisme que Loisy essaye de mettre en place, enfin, qu'il met en place. Évidemment, et ça c'est Jean-François Bert qui en parlera tout à l'heure, en tout cas qui parlera de Mauss, ces travaux de Loisy sur le sacrifice n'atteindront jamais la réputation de l'essai sur le sacrifice d'Hubert et Mauss, et pour de très bonnes raisons sur lesquelles ce n'est pas le lieu de s'appesantir. Quant à l'ancienne chaire de grec, elle n'est pas en reste. Je vous avais dit que je parlerais des enseignements de Maurice Croiset, j'y viens. Vous vous souvenez que c'est précisément Paul Foucart qui avait soutenu le maintien de la chaire de grec en 1893. Or, Maurice Croiset s'est lui aussi penché sur les questions religieuses. 2 années de cours l'attestent. Le résumé de l'annuaire pour l'année 1912-1913 offre un condensé significatif des questions qu'un spécialiste de littérature grecque posait alors au dieu d'Homère et de l'image qu'il en donnait. Celle de Dieu, alors c'est petit, je vous donne la substantifique moelle de ce résumé de l'annuaire. L'image de Dieu, en quelque sorte, diminuée, c'est le mot, par l'élément mythologique et humain, au détriment des éléments mystiques et surnaturels, ce qui est très significatif d'une approche de ce temps-là. Ça sous-tend que seuls les éléments mystiques et surnaturels constituent vraiment ce qui est la religion. Croiset déploie aussi l'image d'un Olympe dramatique et poétique, ce qui signifie en somme, je le cite, très peu religieux. En conclusion, je cite toujours Croiset, la poésie épique, en représentant les dieux sous cet aspect, n'apportait à peu près aucune satisfaction aux besoins de justice, de moralité, de sanctions religieuses que l'évolution sociale suscitait alors en Grèce. Et donc, selon Croiset, l'influence de la poésie homérique était surtout esthétique. Et donc, on voit vraiment, ça, c'est une grille de lecture qui est extrêmement répandue à l'époque. Et par rapport à cet Olympe esthétique, les divinités absentes de l'épopée, comme Déméter, Dionysos, s'inscrivaient dans le dit mysticisme du VIe siècle avant notre ère. Et c'est à ce prétendu mouvement religieux en Grèce, depuis le 8e siècle jusqu'au 6e siècle avant l'ère chrétienne, qu'est consacré l'enseignement de l'année suivante, donc là vous voyez 1913-1914, avec la conception d'une religion de Déméter, d'une religion de Dionysos, censée émerger en contraste avec les dieux d'Homère. Et on mettra beaucoup de temps à se débarrasser de cette dichotomie, et je dirais qu'à certains moments, le travail n'est pas terminé. Les dieux grecs, passez-moi l'expression, continueront de vivoter au Collège de France, parce que les croisent forcément les épigraphistes en fonction, que ce soit Émile Bourguet ou Louis Robert.
Mais l'intérêt de ces savants pour la religion des Grecs n'est qu'un effet de son omniprésence dans la documentation étudiée. Quant à Jacqueline de Romilly, elle représente parfaitement la tradition classique d'une philologie qui voit dans la Grèce l'expérience exceptionnelle d'une culture d'autant plus fascinante qu'elle est censée, je le disais tout à l'heure à propos des enseignements de Réville, qu'elle est censée avoir forgé notre modernité. À l'aune d'une telle grille de lecture, la religion grecque n'a guère sa place, et le foisonnement des dieux du polythéisme encore moins. La manière dont Paul Le Merle présente en février 1973 le projet de chaire de Jacqueline de Romilly ne laisse aucun doute à ce sujet. Et je lis avec vous un passage du rapport de celui qui enseignait alors l'histoire et la civilisation de Byzance au Collège de France. Je lis donc ce passage avec vous. Les peuples peu nombreux qui ont imprimé une marque décisive à notre histoire, à nos modes de pensée comme à nos façons de sentir, doivent être considérés dans leur génie propre. Celui de la Grèce, et elle l'a été par là plus grande qu'aucun autre peuple, a été de donner à l'homme confiance dans sa raison, d'en montrer par un surprenant effort de réflexion et de généralisation les ressources et la force, de se dégager des liens obscurs de la pensée primitive pour fonder la pensée rationnelle. Je ne conteste pas, alors j'ai dû couper parce que sinon c'était vraiment trop long, mais il dit à un moment donné, je ne conteste pas l'existence de l'irrationnel chez les Grecs. Il est exact qu'ils n'ont pas renié leur passé mythique. Donc vous voyez que l'irrationnel, il est là. Mais s'il est vrai qu'il faut considérer l'aventure spirituelle d'un grand peuple dans son originalité plutôt que dans ce qui lui est commun avec d'autres, il est donc vrai que la Grèce qui nous importe est celle qui, en quelques siècles, a créé la plupart des notions qui sont encore les nôtres. C'est cette Grèce-là, son exemple et son héritage, qui serait l'objet de l'enseignement que je propose. Mais l'Assemblée des professeurs, du 25 février 1973, n'accueille pas ce seul projet sur les crédits de chaire de l'histoire des religions, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les crédits de l'histoire des religions, donc la chaire laissée par Puech, qui sont en jeu dans cette délibération. Elle accueille en fait 4 propositions, comme l'atteste l'ordre du jour de l'Assemblée que vous voyez à l'écran. Il y a donc la proposition du maintien d'une chaire d'histoire des religions, la proposition de la création d'une chaire de biogéographie. Je vous avoue que je n'ai pas creusé pour savoir de quoi il s'agissait. Paul Le Merle, donc, je l'ai dit, propose la chaire l'intitulé « La Grèce et la formation de la pensée morale et politique ». Et puis, Claude Lévi-Strauss prend la parole pour soutenir un projet de chaire intitulé « Étude comparative des structures religieuses de la Grèce ancienne ». Contrairement à Le Merle qui n'en dit rien, Lévi-Strauss fait d'emblée référence au crédit de la chaire d'histoire des religions, tout en adoptant une posture de compromis. Si l'intitulé proposé est plus circonscrit, c'est ce qu'il dit en substance dans le passage que vous avez à l'écran, c'est que personne ne pourrait prétendre couvrir à lui seul un si vaste domaine. Toutefois, précise-t-il, le projet qu'il présentera conservera assurément tout son éclat, et je cite le rapport, parce que j'ai trouvé l'expression tout à fait intéressante, au cabinet d'histoire des religions du collège. Et je vous laisse lire le passage du rapport, ce qui garantit pour Lévi-Strauss, qui veut en convaincre ses collègues, que cet éclat de l'histoire des religions au collège sera maintenu dans le cadre de cette chaire plus réduite, c'est précisément la féconde activité du Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, et personne ne devait alors être dupe, c'est bien de Jean-Pierre Vernant qu'il s'agissait, et la continuité avec la tradition du collège était assez habilement revendiquée. Ce rapport est passionnant. Lévi-Strauss esquisse ensuite l'état des études grecques. Alors, il parle d'études grecques dans son rapport, mais il faut comprendre l'étude de la religion grecque. Donc, état des études grecques dans les années 50, quand commence le travail de Jean-Pierre Vernant, en fait, même s'il ne le dit pas explicitement, travail de Jean-Pierre Vernant sur les dieux. Le constat est sans appel dans l'exposé que Lévi-Strauss fait de cette situation.
Au milieu du XXe siècle, le domaine est en crise. La religion grecque résiste à la trifonctionnalité indo-européenne, mais ne peut pas non plus être amenée à l'univers religieux des peuples sans écriture. D'où la poursuite, dit-il, de recherches tout à fait traditionnelles sur le panthéon grec, je cite, « en fonction du caractère composite, syncrétique, hétéroclite même qu'on prête à cette religion. » Quant à la mythologie, et vous vous doutez bien que c'est ce qui intéresse évidemment Lévi-Strauss en cette affaire, et je lis avec vous, c'est un peu long, mais c'est vraiment passionnant, je trouve, j'espère que vous le trouverez aussi, je lis avec vous le constat qu'il pose. Donc, voyons ce texte. La mythologie grecque, donc il venait de faire le constat sur ce rapport à une religion qui serait composite, syncrétique, hétéroclite. La mythologie grecque se voit attribuer le même caractère disparate. On renonce à chercher un ordre dans ce qui serait, croit-on, par nature, un fourre-tout incohérent où se mêleraient des explications causales ou étiologiques, des résidus déposés par l'histoire dans la légende et des éléments imaginaires hérités des caprices de conteurs successifs ou de la naïveté populaire. Somme étonnante de contradictions et de paradoxes, foyer de confusion, la pensée religieuse des Grecs aurait été pour cette raison impuissante à produire de grands textes systématiques tels que nous en ont légué l'Inde et l'Iran. Toujours en honneur dans plusieurs écoles, donc c'est une référence à ce qui se fait encore de son temps, cette vision entraîne un singulier paradoxe. Comment les Grecs, en qui se seraient incarnées des vertus de clarté, de rigueur et d'ordre intellectuel, ont-ils pu vivre sur le plan de la pensée religieuse dans une sorte de chaos ? En réalité, ce caractère prétendument chaotique de la religion supposait et impliquait à la fois qu'on recourut à une philologie et à une histoire coupée de la linguistique d'une part et de la sociologie d'autre part. En d'autres termes, la vision chaotique de la religion grecque est liée à une approche strictement philologique ou strictement historique, à savoir, selon le parcours que nous avons effectué dans la première partie de mon exposé, celle de Croiset ou celle de Foucart. Lévi-Strauss élabore alors en 4 points une impeccable démonstration de méthode à mettre en œuvre pour sortir de l'ornière les études sur les dieux grecs. Premier impératif, quitter l'indo-européen et le primitif pour dégager des éléments structuraux. Et par parenthèse, il aurait pu faire le pont à ce moment-là, mais il ne le fait pas. Et je pensais que Daniel Dubuisson allait aller dans ce sens-là, donc je n'ai pas creusé, et puis je n'avais de toute façon pas le temps de présenter tout ça, mais il aurait pu faire le pont avec les travaux de Georges Dumézil, à ce moment-là, sur les structures du Panthéon romain, indépendant de la trifonctionnalité, mais il ne va pas dans cette direction-là. Donc, première chose, quitter l'indo-européen et le primitif. Deuxième option, cesser d'attribuer aux anciens des incohérences et entreprendre une enquête historique sur leur catégorie mentale, leur organisation conceptuelle et leur mode de classification. On voit se profiler en arrière-plan la psychologie historique de Meyerson. Troisièmement, ne pas chercher de modèle architectonique unique comme clé du Panthéon, mais plutôt en inventorier les groupements et mettre au jour les structures. Et enfin, quatrième point, décoder les mythes, c'est l'expression qu'il utilise, et les analyser en fonction des contextes culturels des documents qui les portent. C'est explicitement précisé dans le rapport, ce que je me plais à souligner face aux attaques récurrentes contre le caractère prétendument anhistorique des démarches qui concernent les structures. Il illustre ensuite la manière dont les travaux de Vernant, dont il ne cite bien entendu jamais le nom, ont profondément renouvelé, dans le sens qu'il a esquissé, la manière d'interroger les dieux et les mythes grecs. Et en fait, on peut repérer en sous-texte les origines de la pensée grecque, les articles sur les aspects de la personne, sur Hestia et Hermès, sur le mythe des races, ainsi que le premier volume de Mythes et tragédies qui venait tout juste, donc avec Pierre Vidal-Naquet, qui venait tout juste alors de sortir de presse. Et Lévi-Strauss de conclure, je le cite, « Le Collège de France se montrerait fidèle à sa mission en faisant une place à ses travaux novateurs. » Mais, comme vous le savez sans doute, le Collège a dit non à Vernant et oui à de Romilly à l'issue de cette assemblée. Et il faudra attendre l'Assemblée des professeurs du 30 juin 1974 pour que soit créée la chaire qu'occupera Vernant jusqu'en 1984. Ce n'est plus Claude Lévi-Strauss, et c'est ça qui m'a évidemment intéressé dans l'esprit justement du passage des disciplines. Ce n'est plus Claude Lévi-Strauss qui prend la parole, mais André Cacot,
titulaire de la chaire d'hébreu et d'araméen, présentant un intitulé de chaire qui a changé lui aussi, et c'est celui que nous connaissons, Études comparées des religions antiques. Alors que Lévi-Strauss avait clairement orienté l'intitulé et le projet du côté de la structure, la deuxième tentative confiée au professeur d'hébreu opère un net retrait sur ce point. Le mot structure n'apparaît plus dans l'intitulé et aucune occurrence de ce champ sémantique n'est plus attestée dans la présentation, alors qu'il y avait 10 occurrences du terme dans la présentation de Lévi-Strauss. En revanche, c'est également à l'histoire des religions qu'André Cacot attache d'emblée le projet qu'il porte, tout en soulignant les réticences que pourrait éveiller un tel intitulé, non plus en raison de son ampleur, c'était le cas de l'argumentation de Lévi-Strauss, mais en raison de son imprécision. Vous voyez le terme à l'écran. Puisqu'il ne s'agira pas de traiter, et je le cite dans un passage que je n'ai pas mis à l'écran, il ne s'agira pas de traiter des grandes religions à vocation universelle. Donc forcément, le titre est imprécis si, sous un intitulé d'histoire de religion, on ne travaille pas sur les grandes religions à vocation universelle. On voit très bien les enjeux de cette précision. Cacot met l'accent sur la comparaison constitutive de l'histoire des religions. Il justifie ainsi le recours à l'expression « étude comparée » et pas seulement « histoire ». Il souligne aussi l'importance de la philologie. Et comme la comparaison va du plus clair au plus obscur, explique-t-il, partir de la Grèce, si bien connue grâce au travail des philologues et des historiens, lui semble avoir du sens. Mais attention, dit encore André Cacot, les religions antiques, donc le terme de religion dans religions antiques, ne coïncide pas avec ce que l'on place habituellement derrière ce terme. Les dieux y sont des puissances, dit-il, et l'on retrouve ainsi l'article aspect de la personne de Vernon, et ils doivent être étudiés les uns en relation avec les autres. Comme le montre, explique encore Cacot, un remarquable volume sur la métisse dont il informe qu'il va sortir de presse et qui touche, je cite Cacot, à un aspect longtemps méconnu de l'intelligence grecque. On voit bien qu'en ligne de mire, il y a évidemment les arguments qui avaient été avancés l'année d'avant pour la chaire de Romilly. Quant à l'étude des mythes, écrit Cacot, elle constitue en elle-même un secteur des études religieuses. Et d'ajouter... oui, donc ça, pardon, c'était la diapositive avec la mise en évidence de la discipline philologique. C'est intéressant d'ailleurs, par parenthèse, sur le rapport Tapuscrit. Sur le Tapuscrit, il y a ici une erreur de frappe et il était mis discours philosophique. Et ça a été corrigé à la main, manifestement, par André Cacot. Et donc, l'étude des mythes, elle constitue elle-même un secteur des études religieuses. Et d'ajouter très finement, il faut demander au mythe ses raisons, ce qui ne peut être qu'un clin d'œil à l'étude intitulée « Raison du mythe », parue précisément cette même année dans le livre de Vernon « Mythes et société en Grèce ancienne ». Comme Lévi-Strauss, Cacot fait référence aux analyses sur le mythe des races, mais sans souffler mot des structures que le premier y décelait. Et il enchaîne, je lis avec vous, « De semblables analyses ont été appliquées aux autres mythes hésiodiques en envisageant à la fois leur déroulement narratif, le contenu sémantique de leurs termes et leur contexte socioculturel. Des études de ce genre n'excluent nullement l'enquête historique, seule susceptible d'expliquer les changements, les innovations et les remaniements au sein d'un système. Ce sont des contributions exemplaires à l'élaboration d'une science des mythes dont la science des religions fait aujourd'hui l'une de ses préoccupations principales. » Donc vous voyez l'accent qui est mis non pas sur les structures, mais sur les changements, les innovations, les remaniements, le contexte socioculturel. On voit bien qu'il y a une réorientation de la présentation. Donc la distance avec la lettre de l'argumentation de Lévi-Strauss est sciemment creusée. L'enquête historique est davantage soulignée. Les rituels sont aussi mis en avant par André Cacot, la divination et le sacrifice. La première à l'honneur dans un ouvrage collectif dont la préface par Vernon est longuement évoquée dans le rapport, et le second qui allait devenir la célèbre cuisine du sacrifice, alors en voie d'élaboration, et dont Cacot se sentait autorisé à parler. Et il conclut «
Je lis avec vous. « Il est de la tradition du Collège de France de donner à la civilisation grecque une place digne de sa richesse et de la place que tient son legs dans notre propre culture. Il est de la tradition du Collège de France d'élargir l'horizon scientifique en accueillant des enseignements nouveaux qui se réclament à titre divers des disciplines classiques. Terrain privilégié pour une étude de la pensée morale et politique, confère la chaire de Jacqueline de Romilly, l'ancienne Grèce ne l'est pas moins pour une étude de la pensée religieuse dont on ne peut dissocier celle des comportements. » Repartant en quelque sorte donc du rapport pour la création d'une chaire pour Jacqueline de Romilly par Paul Le Merle, André Cacot attestait que l'enjeu était bien là, placer l'analyse de la religion et des dieux sur l'horizon d'une étude scientifique de la Grèce antique. Et cette fois, comme vous le savez, la chaire serait créée. Puisqu'avec Vernon, les dieux grecs ont non seulement refranchi la porte du collège, mais qu'ils ont définitivement perdu leur statut de noble fiction ou d'assemblage composite, syncrétique, hétéroclite, je reprends les adjectifs de Lévi-Strauss, pour devenir un objet d'investigation dont il convient de comprendre le fonctionnement propre, je peux m'arrêter. Mais permettez-moi un dernier clin d'œil, très bref, en attirant votre attention sur le fait que c'est le titulaire d'une chaire d'hébreu qui contribue à faire qu'une chaire de grec, au sens large, accueille des dieux au Collège de France. La boucle était en quelque sorte bouclée. Et je tiens à remercier les personnes du collège qui m'ont soutenue dans l'investigation au sein de ces archives. Merci pour votre attention.